Le projet ciblé Cultissimo, il vise en fait à mieux comprendre la matière noire microbienne, et en particulier bactérienne, du microbiote humain, et en focus plutôt le microbiote intestinal, en s'appuyant sur des technologies innovantes qu'on peut en fait appeler culturomiques. Et cette culturomique, pourquoi on veut la réaliser dans ce cadre? C'est à la fois pour la recherche fondamentale, pour une meilleure compréhension du dialogue entre les micro-organismes, l'hôte et l'environnement, en nous permettant en fait d'accéder à des micro-organismes qui sont difficiles à cultiver, en particulier des micro-organismes anaérobies, donc qui poussent en l'absence d'oxygène. Et ces isolements, ils vont nous permettre en fait de valider l'ensemble des causalités, des corrélations ou associations qui ont pu être mis en évidence sur la base des études moléculaires du microbiote qui ont été réalisées depuis une quinzaine d'années. Et puis, ça a aussi un intérêt en termes d'application, puisque en s'appuyant sur la science qui est dérivée de l'analyse de ces micro-organismes par des approches fonctionnelles, on va pouvoir développer des stratégies basées sur la supplémentation de ces micro-organismes commensaux pour des stratégies préventives et curatives, comme biothérapie alternative aux antibiotiques, ou encore pour le maintien de la santé, ou encore pour détoxifier les xénobiotiques. Mais ça a aussi un intérêt en termes de préservation de la biodiversité de ce microbiote intestinal, biodiversité qui, comme on a déjà entendu dire, est mise à mal par nos pratiques alimentaires, notamment ces aliments ultra transformés dont vous avez déjà entendu parler. Et puis, pour le chercheur, ça a aussi un intérêt, quand il veut aller vers des applications, de mieux gérer la propriété intellectuelle. Donc, dans ce contexte, on a donc structuré un projet de culturomique qui est fédérateur, qui assemble en fait 4 instituts, donc INRAE, l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne, l'INSERM et également l'Institut Pasteur, et pour lequel nous avons bénéficié du soutien à la fois de région Auvergne-Rhône-Alpes pour UCA et région Île-de-France pour INRAE, et ça a été renforcé et accéléré par le PEPR-SAMS dans le contexte du projet ciblé, avec l'objectif d'accéder à cette matière noire microbienne en s'appuyant sur des approches modernes de microbiologie pour aller en fait vers une plateforme distribuée de culturomique qui a l'objectif en fait d'être utilisée ou d'offrir des services en priorité aux chercheurs dans le cadre de l'appel ouvert du PEPR-SAMS, mais aussi au-delà. Et donc ce projet, il se découpe en 4 lots de travail: isolement, identification, phénotypage et design de consortia et conservation. Et donc là sont répertoriés l'ensemble des équipements et développements qui ont été financés dans le cadre du PEPR-SAMS. À noter que plus de la moitié du financement que nous avons obtenu sont dédiés à l'obtention de nouveaux équipements. Donc l'objectif de ces 4 work packages, c'est de mieux comprendre les mécanismes d'interaction hôte-microbiote et d'aller vers des nouvelles thérapies basées sur cette science du microbiote. Et donc si on s'en tient aux faits marquants, puisque je ne vais pas refaire tout l'ensemble du projet ciblé, ce qu'on a pu réaliser au cours de cette année et demie de projet, puisqu'il a commencé en juin 2025, c'est de pouvoir proposer une offre de services, en particulier aux porteurs de projets dans le cadre du second appel à projet du PEPR-SAMS, pour réaliser tout d'abord des isolements à haut débit, donc ce qui va vous être présenté par Alan, et aussi l'identification qui est aussi réalisée à INRAE, mais également disponible à l'Université Clermont-Auvergne. Et pour ce qui est en termes de phénotypage, sont réalisées des études d'interaction entre micro-organismes à INSERM Institut Pasteur par le système MDRA qui vous a été présenté par Benoît ce matin, et des mini-bioréacteurs de complexité différente qui sont, eux, réalisés à l'Université Clermont-Auvergne par la Fédération des systèmes microbiens. Et puis, il y a aussi un volet en termes de phénotypage
d'étude d'interaction entre bactéries et hôtes qui est réalisée à l'Institut Pasteur par Samy Goba, avec la mise en place d'un système de gut-on-chip, système Emulate, qui est miniaturisé pour l'interaction de ces interactions bactéries-hôtes. Et donc là, on en vient à la partie sur isolement et identification. Comme l'a dit Lionel, je vais faire un petit focus sur ce qu'on fait à Cultissimeo, donc ce qu'on met en place depuis janvier 2025 à Jouy-en-Josas. Et donc Plateau Cultissimeo qui a pour objectif de devenir une plateforme ouverte pour l'isolement de bactéries anaérobies et de le faire à haut débit. Donc je vais vous le montrer, on s'inscrit dans les work packages isolement et identification, mais également dans le work package conservation, avec la gestion de données, mais également du biobanking qu'on réalise à court et à moyen terme sur le plateau. Et donc le pipeline que l'on a mis en place, c'est le suivant. Donc on part d'échantillons de microbiote, ensuite toutes les étapes d'après sont effectuées dans une chambre anaérobie, dans laquelle on va préparer nos échantillons, principalement les dilués, que l'on va injecter dans un single cell dispenser, sur lequel je vais revenir plus en détail après, pour aller déposer des cellules uniques sur des milieux de culture, soit qui permettent la culture d'un large spectre de bactéries anaérobies, type GAM ou BHI supplémentés en jus de rumen, ou alors sur des milieux qui auront été designés en fonction de métabolisme de bactéries qu'on voudrait cibler si on veut faire de la culture omique ciblée. Donc ensuite, ces milieux de culture sont incubés dans notre chambre, soit en técan lecteur de plaques, soit en incubateur. Et l'étape d'après, c'est l'identification qu'on réalise en haut débit avec un MALDI-TOF. Donc en ce qui concerne le B-site, donc à savoir qu'il n'existe que 2 B-sites en Europe qui sont en anaérobie, et donc un seul en France, à Jouy-en-Josas. Et donc c'est un appareil qui va être capable, dans un échantillon complexe, de capter les particules et de définir leur taille et leur roundness. Et donc en fait, on va définir des ranges de taille et de roundness à l'appareil pour essayer de cibler les bactéries. Et dès que la machine va détecter une particule qui rentre dans ces paramètres, elle va former une micro-goutte qu'elle va venir déposer, soit comme c'est présenté ici, sur des milieux liquides microplaques, ou comme ça vous est présenté ici, sur des milieux agar. Je ne l'ai pas précisé, mais la machine est capable de faire des spots soit en 96, soit en 384 spots. Et donc là, ce que vous avez, c'est un essai en 384 spots. Et déjà, ce que vous pourrez remarquer, c'est qu'on n'observe pas 384 spots, parce qu'on ne va pas avoir 100% de culture, étant donné que la particule qui est déposée peut ne pas être une bactérie ou une bactérie qui ne va pas reprendre culture. Et donc on observe plutôt aux alentours de 30% de culture parmi les spots. Ce qu'on observe également, c'est qu'on observe dès la boîte des différences en termes de phénotype, avec des tailles et des couleurs différentes morphologies. Donc l'étape d'après, ça va être de l'identification par MALDI-TOF. Pour faire très simple, c'est un spectromètre de masse qui nous permet d'obtenir une empreinte protéique de nos bactéries, qui ensuite va être comparée à des bases de données d'empreintes protéiques. Et donc de base, on utilise la base de données qui est fournie avec l'appareil, qui est donc la base Bruker, qui est composée d'un peu plus de 10 000 spectres de référence, pour à peu près un peu plus de 4 000 espèces, mais qui sont principalement d'origine clinique, ce qui fait qu'avec nos premières expériences, on était capable d'identifier entre 50 et 60% des bactéries qu'on isolait. Et donc on a travaillé en l'enrichissement de ces bases de données, en rajoutant 4 bases de données qui sont en open access sur Internet, et on a visé des bases de données qui étaient composées principalement d'espèces commensales du microbiote, ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à un pourcentage d'identification de 80% de ce qu'on isole sur la plateforme. En ce qui concerne les nodes identifiés, la stratégie, ça va être de réaliser soit le séquençage du CESES ou aller directement jusqu'au génome, et dans le cas où on tombe sur une espèce ou une souche intéressante, de l'implémenter dans la base de données de Cultissimeo pour être capable de l'identifier dans le futur. Donc on a effectué une première étude pilote avec une doctorante espagnole qui est venue faire de la culture omique non ciblée sur 3 échantillons de patients sains à hauts consommateurs de fibres. Et donc sur ces expériences, on a utilisé 3 milieux de culture différents, et ce qui nous a permis de récupérer environ 600 isolats. Et donc sur ces 600 isolats, on a été capable d'identifier 46 espèces différentes, avec encore 38 isolats qui nous restent à identifier. Et donc la suite de la stratégie avec les nodes identifiés, ça va être dans un premier temps d'utiliser un outil qui a été développé par l'équipe de Thomas Clavel, qui permet de travailler avec les spectres bruts de MALDI-TOF pour les clusteriser entre eux par similarité, avec pour objectif d'aller ensuite séquencer un seul représentant par cluster, dans le but de dérépliquer. La suite en ce qui concerne la plateforme, ça va être d'aller vers le haut débit, avec l'acquisition d'une seconde chambre anaérobie qui va accueillir un robot Hamilton, dans le but d'effectuer tout cela à haut débit et également de pouvoir traiter un plus grand nombre d'isolats par échantillon, parce qu'aujourd'hui on est assez limité par le fait que le robot c'est moi.
et qui va également pouvoir donc, répliquer les isolats, préparer les glycérols pour la conservation et également les cibles MALDI pour aller vers l'identification à haut débit. En termes de chronologie, aujourd'hui, on est encore sur la phase d'implémentation qu'on espère finir pour septembre 2026 et donc passer à partir de septembre 2026 à la phase d'exploitation de la plateforme. La phase d'exploitation, ça va être d'être en partenariat avec des projets, que ce soit dans le cadre du PEPR SAMS ou au-delà. À savoir que, d'après le document directeur du PEPR SAMS, à l'échelle nationale, il y avait une liste de 159 équipes de recherche préidentifiées comme impliquées ou intéressées à ces approches de culture omique. Et on a quand même bien vu, notamment dans le second appel à projet, qu'il y avait un intérêt fort autour de la culture omique, puisque là, on est impliqué dans 8 projets PEPR qui ont été déposés parmi les 46. Et puis, on est aussi impliqué dans d'autres projets à l'échelle de l'ANR ou de la FRM. Donc voilà, on voit qu'il y a un besoin de ces approches pour aller vers du fonctionnel derrière, pour mettre en évidence tout ce qui est en lien avec le déséquilibre de ce microbiote dans les pathologies inflammatoires, métaboliques ou encore infectieuses. Donc merci pour votre attention et merci à toutes les personnes qui contribuent de manière plus large au projet ciblé Cultissimo. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question pratique. Aujourd'hui, je banque des selles de cohorte de patients. Je le fais avec la plateforme qui est disponible dans mon CRB, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme full anaérobie. J'essaie de faire les choses proprement. Je le mets dans 10% de glycérol et je les stocke ensuite après à moins 80. Est-ce qu'il y a des conditions préanalytiques? Si jamais demain, on veut vous envoyer des échantillons qu'il faut absolument qu'on respecte pour pouvoir s'inscrire dans vos outils technologiques, est-ce qu'il est convenu de faire des guidelines qui pourraient être partagés au sein du PEPR pour aider tous les centres qui font ce genre de cohorte? Ouais. Merci. Alors, moi, j'aurais peut-être pas toute la réponse, qu'en fait, il y a aussi le programme ciblé Pre-Analytics qui s'intéresse à ces approches de conservation, mais on est en interaction, en fait, avec eux pour justement avoir les bonnes approches pour la conservation de ces micro-organismes. Oui, donc typiquement, c'est une des questions du projet ciblé Pre-Analytics, de valider des procédures et des standards pour faire ça. Et c'est vrai qu'on interagit aussi avec Cultissimo. Donc, dans le projet Pre-Analytics, je rappelle, ça a été évoqué, on va collecter 10 selles de sujets sains qui vont être comparées dans différents conservateurs et qui vont ensuite être comparés. Ces différents conservateurs vont être comparés pour les études de métagénomique, mais également pour les études de culture omique et les études de transplantation fécale en modèles animaux. Et j'ai oublié aussi la métabolomique. Donc, à l'issue de cette comparaison, on sera en capacité d'établir des guidelines. Pour le moment, on se repose quand même sur l'expertise des équipes qui travaillent déjà dans le domaine. Donc, ne pas hésiter à nous contacter et à les contacter pour qu'elles vous donnent les méthodes qui marchent déjà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alan et Lionel, pour cette présentation. Comme vous le savez, c'est un sujet qui me plaît particulièrement et j'aurais plein de questions, mais là, je vais vous en poser qu'une seule. On sait qu'il y a certaines bactéries d'intérêt du microbiote qui poussent à très faible biomasse dans les milieux usuels et que donc le spot sur gélose ou l'opacité, la turbidité de la culture en milieu liquide est très faible et que si on n'a pas un œil extrêmement attentif, on peut imaginer que la culture est négative. Aujourd'hui, est-ce que vous avez exploré, quantifié, enfin, quelle est votre limite de détection en termes de biomasse pour le dépôt des spots sur gélose et en liquide? Aucune idée. On n'est né qu'à une seule étude pilote. On n'a pas encore vraiment exploré ça. Aujourd'hui, notre limite de détection, c'est ce que le TECAN est capable de lire en liquide. On n'est pas allé vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est limité. Oui. Après, en fait, je traite les puits au fur et à mesure lorsqu'une croissance est observée. Au bout de 96 heures où je considère qu'on n'ira pas plus loin, je spot tout, dans tous les cas, sur Agar, pour voir si je récupère quelque chose. Puis je ne suis pas allé beaucoup plus loin là-dessus.
Après, on va aussi avoir un biolecteur. Là, dans ce que tu as présenté, il y a un biolecteur qui va arriver. Donc peut-être par le biais de l'utilisation de ce biolecteur, qui est un micro-fermenteur, on pourra travailler sur des pré-enrichissements de bactéries d'intérêt. Oui. Dans la même veine, vu que vous avez un système de microfluidique, en théorie, vous pourriez isoler toutes les bactéries, chaque cellule. Donc, quelle est la limite que vous mettez en termes de... Parce qu'un échantillon pourrait donner plein des milliards de spots. Oui, exactement. Alors pour l'instant, c'est limité par la capacité de ce que je peux faire dans une journée, c'est-à-dire à peu près 200 isolats par échantillon. L'objectif qu'on va atteindre avec le robot, c'est de faire au minimum 1000 isolats par échantillon. Et après, ça peut dépendre de la problématique qu'on nous donne. Si c'est aller vraiment chercher quelque chose qui est vraiment en sous-dominance et multiplier le nombre de spots par échantillon. Et ça va dépendre de ce que la machine est capable de faire. C'est plus en termes de capacité de ce qu'on peut faire dans une journée ou sur un échantillon que ça va être limité. Mais voilà. Je pense qu'il y a un commentaire général quand même qui revient au fait que vous êtes encore dans une phase relativement précoce et qu'après, il y a besoin d'interaction avec les responsables de projet ou les gens qui ont envie d'utiliser la plateforme pour voir comment adapter, justement, régler ces paramètres de quelle profondeur on va dans l'échantillon, combien de spots, quel type de milieu on utilise, quelle phase d'enrichissement et sur quel type de milieu, qui est vraiment crucial en fait si on veut être performant. Oui. Et c'est d'autant plus vrai que là, sur les projets qui ont été déposés, ça va plus loin que le microbiote intestinal aussi. On avait du microbiote buccal, du microbiote pulmonaire. Donc on voit qu'il y a un intérêt au-delà de l'intestinal. J'ai deux questions. La première, c'est sur le modèle. Est-ce que c'est un modèle uniquement collaboratif ou il y a une histoire, il y a aussi une possibilité de prestation, et donc avec simplement des grilles tarifaires et qui vous seraient adressées? Et si oui, est-ce que vous avez déjà une idée des ordres de grandeur? Mais c'est une question piège, je pense qu'il n'y a pas la réponse. Déjà, cette question. Oui, là, on est encore en phase d'implémentation, mais là, pour le moment, sur les projets PEPR, on a plutôt privilégié le côté être partenaire du projet que être prestataire. Parce qu'il y a quand même un développement à faire dans le contexte de ces approches de culture omique. Donc, mais oui, à terme, on pense aussi aller vers ce côté prestataire, mais on privilégie quand même plutôt le côté partenaire. Il y a généralement toujours une réflexion derrière chacun des projets pour savoir comment on va faire la chose. C'est difficile de l'imaginer sous le côté prestation. Et peut-être j'ai raté ce point, mais est-ce qu'il y a une ambition pour aussi faire de la culture omique de champignons ou d'archées? Alors, archée, on a déjà, commencé à étudier un peu la question. Champignons, pas encore. C'est vrai que champignons, c'est un autre volet qui peut être fait en dehors de l'anaérobiose. C'est un volet possible. Les archées, c'est quelque chose auquel on voudrait s'essayer. D'autant plus que de ce qu'on a compris, elles ont une autofluorescence et que le B-Site est capable de trier sur la fluorescence. Donc on aimerait faire des tests justement sur les archées, voir ce qu'on arrive à sortir. Je suis désolée, je vois qu'il y a encore des questions, mais si on ne veut pas être trop pris par le temps, il faut qu'on avance. Donc, je vous incite à discuter avec Lionel et Alan pour pouvoir échanger sur vos sujets.